points. Dans un premier point, nous allons un peu expliquer pour nous qu'est-ce que c'est que l'état de droit et qu'est-ce que c'est aussi les libertés. Et dans un deuxième point, nous allons montrer qu'il y a eu une volonté affirmée de protéger les libertés. Parce que ça aussi, nous pouvons citer des textes qui le prouvent. Et enfin, nous allons montrer que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un revirement que nous avons connu depuis 2019. Parce que c'est depuis 2019 que le bateau a commencé à tanguer. Donc pour nous, parce que la définition que je vais donner aussi, ce n'est pas une définition que nous avons créée. Je rappelle toujours, et ça c'est à l'intention de ceux qui nous disent que si vous dites telle chose pour telle personne, vous devez le dire pour tel autre groupe. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous mesurons les engagements de l'État. Et les engagements de l'État sont contenus dans des textes, des conventions que l'État a signées. Donc la définition que je vais donner, c'est une définition des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui nous disent l'état de droit est un principe de gouvernance. Il constitue également un aspect fondamental de la consolidation de la paix et des efforts connexes d'établissement d'institutions de justice pénale efficaces mais crédibles. Ce principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions, des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation des lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous les administrés et de manière indépendante, et compatible aussi avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. Enfin, c'est un principe qui implique l'existence de mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté de l'État, de l'égalité devant la loi pour tous les citoyens, de la responsabilité au regard de la loi et de l'équité dans l'application de la loi. C'est comme ça que les Nations Unies, le tracé qu'ils ont fait, c'est ce cadre-là qui est prévu pour qu'on puisse dire nous sommes dans l'état de droit ou nous ne sommes pas dans l'état de droit. Et pour les libertés publiques, c'est des libertés en général qui renvoient au pouvoir d'agir selon sa propre détermination, sans contrainte aucune. Donc l'exercice n'implique aucune action particulière d'autres personnes. C'est des libertés aussi qui sont connues, le professeur Ngouda en a parlé depuis 1789. En France, ça a évolué et en 1880, les libertés publiques ont commencé à être reconnues et aménagées par la loi. Au Sénégal, nous connaissons la loi de 1978 qui réglemente la question. Et on peut citer aussi, du point de vue administrativement aussi, nous pouvons dire qu'il y a eu des évolutions ou des points positifs qui peuvent être notés. Les doyens sont revenus sur un peu l'époque Senghor. Je ne m'attarderai pas là-dessus parce que ceux qui l'ont vécu sont là et ils l'ont eux-mêmes raconté. Je vois le doyen Diallo Diop derrière. Je sais que lui, il a vécu l'époque Senghor dans sa famille. Et enfin, il faut souligner aussi que l'état de droit peut être mesuré selon le fonctionnement de l'institution judiciaire. Parce que généralement, quand les citoyens ne sont pas contents, on pense à saisir l'institution judiciaire qui doit jouer sa partition. Alors, pourquoi nous disons qu'il y a eu une volonté affirmée de protéger les libertés dans le cadre d'un état de droit? Le Sénégal s'est engagé dans ce qu'on appelle le pacte international pour les droits civils et politiques, parce que ça, c'est un document des Nations Unies contraignant pour les États et qui, en réalité, protège tout ce qui est liberté, tout ce qui est droit. C'est un document que le Sénégal a ratifié depuis 1978 et sa ratification oblige l'État sénégalais à produire tous les 4 ans un rapport pour dire quelles sont les avancées, sur qu'est-ce que l'État a fait sur tel point, tel point, tel point, y compris les manifestations qui se passent ici, les personnes qui sont arrêtées, les blessés, souvent les décès et autres. Parce que ça, c'est des rapports que nous recevons
Et nous faisons aussi le contre-rapport parce que c'est à nous de l'évaluer et de dire aux Nations Unies que le document que notre État vous a présenté, certes, en tel et tel point dit vrai, mais dans d'autres parties, l'État n'a pas tout dit, le document n'est pas complet, nous pensons que l'analyse n'est pas allée, ainsi de suite. Pour aider un peu le comité des droits de l'homme qui en réalité surveille ce pacte-là, à pouvoir un peu voir ce que l'État fait et l'évaluer correctement. Il y a l'article 7 de la loi fondamentale du Sénégal que l'État aime bien citer aussi dans ses rapports pour montrer qu'il s'inscrit dans ce régime de liberté. Donc le droit de manifester et le droit de marcher pacifiquement n'est soumis ici au Sénégal à aucune autorisation. C'est pourquoi nous disons que nous sommes dans le régime de la déclaration. Et c'est comme cela depuis 1978. Nous avons aussi d'autres documents que l'État produit ou a produit qui nous permettent de dire que l'État était sur la bonne voie. Parce que si vous regardez le PSE, le document par exemple de 2014, l'État dit que la garantie de la protection des libertés individuelles passera par la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Ngouda l'a dit, les codes que nous avons, c'est des codes qui ont été votés en 1965 sous le régime du parti unique, où il n'y a presque pas eu de discussion. Et j'ai mis une évolution, moi, en dents de scie des libertés dans notre démocratie, mais j'emprunte au doyen sa formule. Ou un visage tantôt sombre, tantôt clair. C'est une bonne définition, c'est une bonne image pour expliquer ce que nous allons dire. Parce que nous avons vu que le régime socialiste, à un mois du premier tour de la présidentielle de 2000, sentant la défaite venir, sont allés à l'Assemblée pour modifier le code de procédure pénale et y intégrer l'article 139 que nous avons aujourd'hui, qui a permis de mettre beaucoup de gens en prison. Et tous ces articles-là réunis, je parle des deux codes, code pénal comme code de procédure pénale, l'État sénégalais s'était engagé à les réformer et les réformes ont été faites. Il suffisait juste de faire passer les textes devant le Conseil des ministres et puis les amener à l'Assemblée pour être votés. En tout cas, c'est ce que l'État a soutenu devant le Comité des Nations Unies contre la torture en 2018. L'État l'a soutenu et s'était engagé à le faire. Malheureusement, entre-temps, la réforme a été abandonnée. Alors, donc en matière de liberté, tous les présidents qui sont passés ont quand même fait un peu d'effort, même s'ils ont fait 2 pas en avant, 1 pas en avant, 2 pas en arrière, même le président Macky Sall, parce que le président Macky Sall, dans son premier septennat, a fait aussi des efforts en matière de liberté, parce qu'on ne notait pas les violations que nous avons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un régime qui est un peu difficile parce que les libertés sont confisquées. Il faut dire la vérité. Parce que si on dit la vérité, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça la vérité. Même nous de la société civile, il nous arrive de réserver une salle dans un hôtel pour une réunion, mais quelques heures avant la manifestation, on vous appelle pour dire bon, on ne peut plus abriter la réunion, donc venez prendre votre argent. Ça, c'est quand même extrêmement grave pour un état de droit, alors que les hôteliers travaillent. Alors, maintenant, pour le second et dernier point, parce que c'est le revirement que nous avons noté, je pense qu'il va plus nous intéresser parce que c'est les symptômes de la maladie, c'est que pour nous, le revirement est arrivé en 2019. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, aussitôt après la victoire du président à la présidentielle de 2019, il a pris des mesures importantes qui ont impacté le système de gouvernance. Un, il a supprimé le poste de Premier ministre pour, disait-il, être plus proche des dossiers, bien pouvoir les gérer et ainsi de suite. Ensuite, il a fait partir certains ministres qui étaient appréciés parce que pour le commun des Sénégalais, beaucoup de ces ministres-là avaient fait des résultats palpables, donc ils ne comprennent pas pourquoi ils sont partis. Et il a renforcé maintenant ses pouvoirs. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que la période Covid est arrivée. Et la période Covid, pour tous les gouvernements du monde, a été une période
assez facile pour les gouvernants parce qu'on interdisait à tout va. Rien n'était autorisé. Finalement, personne ne demandait même plus à marcher parce que même sortir de ces choix était un problème. Les États en ont profité pour un peu récupérer une partie des libertés et le système des libertés des droits étant ce qu'il est, le doyen l'a dit, c'est une reconquête en réalité qu'il faut pour reprendre le terrain que nous avons perdu. Et c'est ça en réalité le problème. Parce que nos préfets là sont tellement habitués à interdire pendant la période Covid que depuis qu'on est sorti de la période Covid, il est difficile de tenir une manifestation. Et ça, il faut en discuter. Il faut en discuter parce que nous pensons qu'il n'est pas possible de dire toujours oui, on autorise, parce que l'autorité aussi a des renseignements qui peut-être lui permettent, dans certaines circonstances, de dire non, ce n'est pas possible d'autoriser, mais nous pensons aussi qu'il n'est pas possible d'interdire à tout va. Parce que si on veut interdire à tout moment, ça ne fait que chauffer le contexte social et ce n'est pas utile pour nous. Alors, donc pour nous, le grand problème, c'est l'abandon de ces réformes-là, qui restent actuelles. Parce que pour nous, dans une démocratie, on ne peut pas maintenir des textes comme l'article 50, de l'article 55 à l'article 100 du Code pénal, ainsi que l'article 255. Si vous êtes poursuivi sur la base de ces textes-là, on passe par l'article 139, vous allez forcément dormir en prison. Oui. Personne, même le juge d'instruction, ne peut pas vous sauver. Nous avons vécu, nous, l'expérience. Nous avons eu un cas avec Aliou Sané où, quand l'accusation est venue, le juge d'instruction a vu les éléments de l'accusation, il a demandé à voir la vidéo, il a visionné la vidéo, il a vu que ce qu'on me dit ici, dans l'accusation, c'est différent de ce que je vois. Il donne une liberté provisoire, le procureur attaque la liberté provisoire devant la chambre d'accusation, et la décision a été annulée. Et ce n'est pas seulement pour Aliou Sané, il y a beaucoup d'autres jeunes qui de frappent et des jeunes même qui ont été arrêtés dans la rue qui sont dans cette situation. Donc aujourd'hui, qui vaquent à leurs occupations, mais qui peuvent retourner en prison à tout moment. Et ça ne peut pas exister dans une démocratie. Nous pensons que ces textes-là doivent être changés. Et ces textes-là, on en a discuté. Parce que moi, je cite des documents. Si vous allez les assises nationales, vous le verrez. Mais si vous regardez le document de la commission de gouvernance, parce que le Sénégal aussi a subi l'examen du MAEP, la commission de la gouvernance a cité ces textes-là, que c'est des textes qui doivent être réformés, qui doivent être changés. Et on doit instituer un juge des libertés aussi. Parce qu'avec les pouvoirs que notre procureur a, il est bon d'avoir un juge qui permet de dire est-ce que le procureur a raison de vous envoyer en prison ou pas. Alors, n'ayant pas tout ça, nos libertés sont vraiment exposées. Nous sommes tous exposés parce que ici, n'importe qui peut aller en prison, personne n'est en liberté. Et ça, même les gouvernants ont intérêt à aller vers le changement. Parce que dans 6-7 mois, ils vont quitter le pouvoir. Et le président de la République l'a dit lors du dialogue. Il a dit, yalla rek mo xam kan mo fi tok après. Donc même lui ne sait pas. Puisqu'il ne sait pas, discutons, ouvrons le dialogue, essayons de voir qu'est-ce qui peut être fait. Parce qu'une démocratie aussi, c'est une démocratie qui doit s'inscrire dans un dialogue permanent. Les acteurs doivent dialoguer sur tout. Parce que c'est ceux qui sont au pouvoir qui reviennent demain dans l'opposition et ainsi de suite. Et donc pour avoir des textes stables, nous avons un peu intérêt à discuter de la question. Mais un autre aspect aussi qui me paraît être important dans l'exercice des libertés dans le cadre de l'état de droit, mais c'est la presse, parlons de vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons au Sénégal? Le CNRA a obligé aujourd'hui, il a réussi à obliger à toute la presse là, que s'il y a des manifestations à tel point de la ville, mettez de la musique et détournez vos caméras. Parce que si vous le montrez, vous êtes en train d'inciter les jeunes. Ce n'est pas normal. Parce que pour moi, citoyen, si quelqu'un doit être amené en prison ou je sens qu'il peut y avoir des manifestations, mais avant de sortir de chez moi, j'ai le droit de regarder, de m'informer par vous, les amis de la presse, et de voir qu'est-ce qui se passe dans ma ville. Est-ce qu'il est sûr pour moi de sortir? Donc, attention, ce n'est pas à vous seulement, et vous savez, cédé le terrain, c'est ça aussi la vérité, parce que moi, j'ai écouté même certains. Aujourd'hui, même les grands journalistes, quand ils parlent, ils font attention. Et ils vous disent,
quand je sors de chez moi, même madame me disait, mais il faut faire attention à ce que tu dis. Ça, c'est un problème. Un autre aspect qui est aussi un aspect qui est très proche de la presse, le gouvernement commence à développer l'habitude de couper Internet à chaque fois qu'il y a des manifestations. Nous l'avons, nous, dit le vendredi passé dans une conférence de presse, le document, il existe. Nous avons dit au gouvernement d'arrêter de le faire parce que l'État togolais a été traîné devant la cour de la CEDEAO pour coupure d'Internet. Et vous savez ce que la cour a dit? La cour a dit que ce droit-là, c'est un droit dérivé qui renforce la liberté d'expression. Donc, le gouvernement togolais n'a nullement le droit de couper Internet parce qu'il y a des velléités de manifestation ou des possibilités de troubles à l'ordre public ou de casse. Et notre gouvernement, le sachant, parce que j'ai discuté avec Seydi Gassama, qui m'a dit la première fois qu'ils l'ont évoqué, on leur a demandé de produire le texte, ils l'ont produit, mais néanmoins, on continue à prendre les mêmes. Et même les fermetures de télé et de radio. En réalité, c'est parce que certaines télés, certaines radios sont fermées par des voies même du point de vue du droit qui sont douteuses, que tous les patrons de presse battent en retraite. Y compris vous. Parce que vous êtes un acteur fondamental de la démocratie. S'il y a eu ici l'alternance de 2000, c'est parce que la presse y a contribué. Et le président Diouf avait aussi cette grandeur de laisser faire. S'il y a eu ce qu'il y a eu ici le 23 juin, c'est parce que, le président Abdoulaye l'a accepté, même si on dit oui, les États-Unis avaient dit, mais quand même, il a accepté que la réunion, que la rencontre, que les Sénégalais se réunissent devant l'Assemblée pour que ce jour-là soit inscrit dans l'histoire politique du Sénégal. Et je finis par aussi un point qui me tient à cœur, ou qui nous tient à cœur. Parce que ce que je dis, tous les collègues militants de droits de l'homme, s'ils étaient ici, pouvaient dire la même chose que moi. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il n'y ait pas d'enquête après ce qui s'est passé ici en 2021, en juin passé. Nous ne comprenons pas, nous, que Pape Abdoulaye Touré, parce que c'est pas Pape Abdoulaye Touré qui m'a raconté, j'ai discuté avec l'avocat, qui m'a dit, c'est des personnes, des individus sénégalais, citoyens, qui ne sont ni hommes détenus, ni rien, qui ont pris Pape Abdoulaye Touré, qui l'ont battu jusqu'à le blesser et qui l'ont remis aux gendarmes, et qui sont partis. Ça, c'est inacceptable dans un état de droit. Ça, si ça peut exister dans un état de droit, ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Et ensuite, vous avez vu la suite. Nous avons connu ensuite l'épisode d'énergie et autres. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut régler, et urgemment. Urgemment parce que aucune société n'est si stable qu'on le pense. Parce que pour un peu, une société peut basculer, même si certains ne préfèrent pas qu'on le dise. Nous le disons et nous sommes bien en mesure de le dire parce que tous ceux qui quittent les pays où il y a des crises, s'ils arrivent au Sénégal, on leur dit, va voir les organisations de droits de l'homme. Et il y en a qui arrivent à mon bureau, ce qu'ils me racontent, moi-même si je rentre, je ne dors pas. Parce que quelqu'un qui travaille toute une vie, qui a tout dans sa maison, et qui à cause d'une crise politique, on lui dit, tu as 2 heures pour prendre tes bagages. Il te dit, quand je regarde la maison, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois prendre et qu'est-ce que je dois laisser. Finalement, il sort avec un petit sac, il prend 1, 2, 3 petits-enfants, il sort pour un destin inconnu, un horizon inconnu. La personne ne sait même pas, moi je vais où, je vais atterrir où, je vais dormir où aujourd'hui, a fortiori les autres jours qui vont venir. Ça, nous ne le voulons pas pour le Sénégal et nous le disons haut et fort. Je vous remercie. C'est bon, voilà, voilà. C'est bon.